Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « 4 hommes contre l'Everest » de Woodrow Wilson Serre. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Woodrow Wilson Serre, 1919-2002, était un alpiniste, écrivain et professeur de philosophie américain, surtout connu pour son expédition audacieuse et controversée sur l'Everest en 1962, qu'il a raconté dans son livre Four Against Everest, 4 hommes contre l'Everest en français. Quelques éléments clés sur sa vie et son exploit. Petit-fils d'un président américain, il était le petit-fils de Woodrow Wilson, le 28 président des États-Unis, 1913-1921. Alpiniste autodidacte, contrairement aux expéditions officielles très organisées, Serre a mené une ascension à l'américaine, sans permis, avec peu de moyens et en évitant les voies classiques. L'expédition de 1962, avec 3 compagnons, Norman Hansen, Roger Hart et Hans-Peter Duttel, il tenta une approche par le versant nord, Tibet, interdit à l'époque pour des raisons politiques. L'équipe a dû franchir clandestinement la frontière et a échoué à atteindre le sommet, mais a survécu à des conditions extrêmes. Un récit critique envers l'alpinisme traditionnel, son livre dénonce le côté bureaucratique des grandes expéditions et vante l'esprit d'aventure pure. Carrière académique, professeur de philosophie à l'université Tufts, Massachusetts, il a aussi écrit sur des sujets variés, dont la philosophie politique. Introduction, l'appel de l'impossible. 4 hommes contre l'Everest n'est pas un récit d'alpinisme conventionnel. C'est l'histoire d'une quête absurde, téméraire, presque philosophique, contre la logique et les institutions. Woodrow Wilson Serre, petit-fils du président américain, ne se contente pas de gravir une montagne, il défie un système. Dans ce premier chapitre, La décision, l'auteur plante le décor d'une aventure qui va bousculer les règles de l'alpinisme. Ce chapitre n'est pas une simple introduction technique. C'est une plongée dans la psychologie de l'engagement, une réflexion sur la frontière entre l'audace et la folie. C'est écrit avec une franchise désarmante, mêlant humour, autodérision et profondeur. Son style est direct, sans fioritures, comme s'il vous parlait autour d'un feu de camp. Résumé détaillé du chapitre 1, les racines d'une folie calculée. 1. L'étincelle, pourquoi l'Everest? Serre commence par une confession, lui et ses amis, Norman Hansen, Roger Hart et Hans-Peter Duttel, ne sont pas des alpinistes chevronnés. Ce sont des amateurs avec une expérience limitée, mais une obsession commune, l'Everest. Pas pour la gloire, ni pour les records, mais pour l'idée même de l'ascension. Nous ne voulions pas suivre les traces des autres. Nous voulions inventer notre propre chemin, même si c'était le plus dur. Exemple concret, Serre raconte comment, lors d'une randonnée dans les White Mountains, New Hampshire, l'idée a germé. Autour d'une bouteille de whisky, ils évoquent les récits des expéditions britanniques des années 1920-1950. Ces histoires, pleines de porteurs, de bureaucratie et de lenteur, les exaspèrent. Pourquoi tant de préparatifs? Pourquoi tant d'hommes? 2. Le défi philosophique, rebelle contre le système. Serre est professeur de philosophie. Cela transparaît dans sa réflexion. Pour lui, l'Everest symbolise 2 choses. La nature dans sa forme la plus pure, indifférente à l'homme. L'establishment alpiniste, qu'il juge sclérosé par les règles et les permis. Leur credo, l'aventure authentique ne se planifie pas, elle se vit. Ils rejettent les équipements sophistiqués, ils partent avec du matériel de base. Les autorisations officielles, ils entreront clandestinement au Tibet, alors interdit. Les itinéraires classiques, ils choisissent une voie non cartographiée. Conseil implicite, si vous attendez d'être prêt à 100%, vous ne commencerez jamais. 3. La préparation, ou son absence, un acte de foi. Contrairement au récit d'alpinisme traditionnel, il n'y a pas de liste méticuleuse d'équipements ou de plans détaillés. Leur préparation ressemble à une improvisation calculée. Entraînement minimal, quelques ascensions dans les Alpes, mais rien de comparable à l'Everest. Budget serré, ils économisent sur tout, jusqu'aux chaussures, Serre mentionne avoir acheté les siennes en solde. Ignorance assumée, ils étudient peu les rapports météo ou les récits d'échecs. Trop d'informations tue l'instinct. Scène clé, Serre décrit leur visite à un ancien alpiniste qui les traite de « faux suicidaires ». Au lieu de les décourager, cela les renforce. Son scepticisme était notre carburant. 4. Le risque comme valeur, une vision existentialiste. Serre cite Camus, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde, pour expliquer leur démarche. Pour eux, le risque n'est pas une menace, mais une preuve de liberté. Si nous échouons, au moins ce sera notre échec, pas celui d'un système. Leçon pour la vie. En finance, comme en alpinisme, le conformisme mène rarement à des percées. Accepter l'échec comme partie intégrante de l'aventure. Conclusion, le premier pas vers l'inconnu. Ce chapitre n'est pas qu'un préambule. C'est un manifeste.
Serre et ses amis ne grimpent pas une montagne, ils redéfinissent ce que signifie entreprendre. Leur approche, bien que critiquable, soulève des questions universelles. Quand la préparation devient-elle une excuse pour ne pas agir? Comment rester libre dans un monde de règles? Phrase finale percutante. L'Everest était là. Nous étions là. Rien d'autre ne comptait. Conseils pratiques tirés du livre, applicables à la vie et au projet. Agissez avec ce que vous avez, attendre des conditions parfaites paralyse. Méfiez-vous du « trop planifié », les meilleures aventures naissent de l'adaptation. Transformez le scepticisme en motivation, les critiques externes peuvent renforcer votre détermination. Chapitre 2, les préparatifs. Introduction, l'alchimie du désordre organisé. Si le premier chapitre de 4 hommes contre l'Everest était un manifeste philosophique, le deuxième, les préparatifs, en est la mise en pratique chaotique. Woodrow Wilson y dévoile l'art subtil de transformer une idée folle en réalité tangible non pas grâce à une planification méticuleuse, mais à travers ce qu'il appelle la logique du désordre. Ce chapitre est un chef-d'œuvre de tension narrative, oscillant entre comédie et tragédie potentielle. C'est écrit avec une ironie mordante, décrivant leurs erreurs comme autant de marches vers l'inévitable. Son style, à la fois professoral et anarchiste, crée un contraste saisissant avec les récits d'alpinisme traditionnels. Résumé détaillé du chapitre 2, l'art de mal préparer une expédition impossible. 1. Le budget, une comédie d'erreurs calculées. Serre ouvre le chapitre par une révélation choquante, leur budget total est inférieur au coût d'une seule paire de chaussures d'expédition professionnelle. Détail frappant. Ils économisent sur les sacs de couchage en utilisant des modèles militaires sur plus de la Seconde Guerre mondiale, inadaptés à moins 40 degrés Celsius. Leur tente est achetée d'occasion à un chasseur canadien, elle prendra l'OD le premier jour sur l'Everest. Serre négocie avec un fabricant de cordes pour obtenir un rabais en échange de photos promotionnelles au sommet, qu'ils n'atteindront jamais. Leçon implicite, l'absence de ressources oblige à l'ingéniosité. 2. L'équipement, le minimalisme tragique. La liste de leur matériel tient sur une page, là où les expéditions officielles en remplissent des classeurs. Exemple révélateur. Les chaussures, Serre choisit des bottes de ski alpin modifiées, qu'il perce lui-même pour améliorer la ventilation. Résultat, engelure garantie. La nourriture, 90% de leur approvisionnement consiste en des boîtes de haricots et de saucisses de l'armée américaine, ration K. Le matériel médical, un tube d'aspirine, des bandages et un manuel de premiers secours de 1924. Dialogue mémorable. Et si quelqu'un a un édème pulmonaire, demande un ami. Nous mourrons avec dignité, répond Serre. 3. La logistique, jouer à cache-cache avec les autorités. La partie la plus haletante du chapitre décrit leur stratagème pour contourner l'interdiction d'accès au Tibet, ils se feront passer pour des anthropologues étudiant les yaks. Falsifier leurs papiers en recopiant des tampons officiels à la main. Cacher leur matériel d'alpinisme dans des caisses marquées « échantillons géologiques ». Scène culte, à New Delhi, ils répètent leur couverture devant un miroir d'hôtel, nous sommes, eux, des chercheurs en culture bouddhiste? Non, en papillons himalayens. 4. L'entraînement, parodie de préparation physique. Leur programme d'endurance consiste en des marches avec des sacs de ciment dans Central Park, où ils se font régulièrement huer par les joggeurs. Une ascension du mont Washington en plein hiver, qu'ils abandonnent après 3 heures à cause d'une tempête. Des exercices de respiration en fumant des cigarettes, c'est rare que, si on peut grimper en fumant, on peut grimper partout. Conseil involontaire, la confiance se construit davantage dans la tête que dans les muscles. 5. La dynamique d'équipe, 4 égaux, une montagne. Serre analyse avec lucidité les tensions naissantes. Norman, le pragmatique, veut annuler après un test d'équipement désastreux. Roger, l'artiste, dessine des croquis du sommet qu'ils n'atteindront probablement jamais. Hans-Peter, l'idéaliste, parle déjà de leur place dans l'histoire de l'alpinisme. Citation prophétique, nous étions comme 4 aveugles préparant l'ascension d'un mur invisible. Mais au moins, nous l'imaginions ensemble. Conclusion, la beauté du plan imparfait. Ce chapitre pourrait s'intituler « Comment ne pas préparer une expédition ». Pourtant, Serre y révèle une vérité profonde, parfois, trop préparé tue l'essence même de l'aventure. 3 principes clés. Le paradoxe de la préparation, un plan parfait crée l'illusion du contrôle, un plan imparfait vous prépare à l'inattendu. La force du détournement, savoir contourner les règles, sans les briser, est plus utile que de les suivre aveuglément. L'alchimie du groupe, une équipe soudée par une folie commune est plus résistante qu'une équipe parfaitement qualifiée mais sans âme. Dernière réplique. Nos erreurs étaient si nombreuses qu'elles en devenaient une stratégie. Personne ne pourrait prévoir nos mouvements, parce que nous ne les connaissions pas nous-mêmes. Application pratique, développement personnel et finances. Start small, think big, comme leur budget minuscule,
commencez vos projets avec ce que vous n'avez pas, ce que vous rêvez d'avoir. Turn weakness into stories, leurs équipements défectueux sont devenus des éléments narratifs, vos défauts peuvent devenir votre marque. The 80% rule, si vous attendez d'être prêt à 100%, vous avez déjà perdu 20% d'opportunités. Résumé détaillé du chapitre 3, la géographie de l'absurde. 1. New Delhi, théâtre de l'incompétence administrative. Le récit s'ouvre sur un ballet bureaucratique digne de Catch 22. Le drame des permis, après avoir menti sur leur destination, prétendant étudier les papillons népalais, ils se retrouvent coincés dans un bureau où un fonctionnaire collectionne les tampons comme des trophées. Cernote, son sourire disparaissait chaque fois qu'un nouveau formulaire apparaissait, comme si lui-même était victime de son propre système. La comédie des bagages, leur caisse d'échantillons géologiques attire l'attention des douaniers. Solution ? Ouvrir la caisse la moins suspecte, qui contient 50 kilos de saucisses en conserve. L'odeur fut notre meilleur laissez-passer. Leçon cachée, dans un monde obsédé par les règles, l'absurde devient une stratégie. 2. Le train pour le Népal, une métaphore mobile. Le voyage en train devient une allégorie de leur expédition. Compartiment 7B, un wagon surchauffé où ils cohabitent avec des poulets vivants et un moine bouddhiste qui rit de leurs équipements. Ces rires étaient les seuls encouragements honnêtes que nous ayons reçus. La théorie des fenêtres cassées, Serre observe que plus le train se rapproche de l'Himalaya, plus les voyageurs acceptent l'inconfort avec philosophie. Le confort est une illusion d'occidental, l'inconfort, une initiation à l'essentiel. Scène mémorable, à un arrêt, ils achètent des chapatis à un vendeur ambulant. Le pain est si dur que Hans-Peter l'utilise pour tester la lame de son couteau. 3. Katmandou, le choc des réalités. Leur arrivée dans la capitale népalaise est un chapitre dans le chapitre. L'hôtel des illusions perdues, une chambre à $2 nuit, avec des punaises de lit si grosses qu'elles pourraient porter des sacs à dos. Serre philosophe, le luxe est l'ennemi de l'aventure, la misère, son accélérateur. La rencontre avec les Sherpas, contrairement au récit classique, ils refusent d'embaucher des porteurs professionnels. Nous ne voulions pas d'intermédiaire entre nous et la montagne. Erreur fatale qu'ils paieront cher. Le marché aux mythes, dans les ruelles, ils achètent des chaussettes magiques en laine de yak, qui se révéleront aussi utiles qu'un filet à papillons en haute altitude. Dialogue prophétique. Vous allez où ? Demande un vieux marchand de thé. Là-bas, dit Roger en montrant l'Everest. Le vieil homme sourit, personne ne va là-bas. On y est seulement invité. 4. La route vers les montagnes, la descente aux enfers, vers le haut. Le dernier segment décrit leur progression vers les contreforts. Le pont des singes, une passerelle de cordes pourrie au-dessus d'un ravin de 200 mètres. Norman refuse de passer jusqu'à ce qu'un enfant de 8 ans le traverse en courant. L'humiliation est un meilleur motivateur que le courage. La première nuit en plein air, leur sac de couchage militaire gèle littéralement. Serre écrit, nous avons découvert que trembler est une forme de méditation. Le vol des provisions, des singes leur volent la moitié de leurs saucisses en conserve. Nous étions moins préparés que les singes. Conclusion, l'art de se perdre pour se trouver. Ce chapitre n'est pas un simple récit de voyage, c'est une masterclass sur l'improvisation existentielle. Serre révèle 3 vérités cruelles mais libératrices. La planification est une fiction, leurs pires ennuis sont venus de ce qu'ils avaient prévu, pas de l'inattendu. L'incompétence a du bon, ne pas savoir permet de redécouvrir les bases. Un expert escalade avec ses mains, un novice avec son âme. Le voyage est la destination, l'Everest n'est plus un sommet géographique, mais une excuse pour se confronter à soi-même. Dernière ligne. En regardant les premières neiges éternelles, nous avons compris une chose, nous ne serions jamais prêts. Alors nous sommes partis quand même. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du « goût de neuf », comme leur train pour Katmandou, avancer avec ce qui marche, pas avec ce qui est parfait. Transformer les obstacles en carburant, chaque bureaucrate ennuyeux les a rapprochés de leur but malgré lui. L'équipe, le plan, leur seule vraie préparation ? Une confiance mutuelle forgée dans l'absurdité partagée. Résumé détaillé du chapitre 4, le carnaval des illusions perdues. 1. L'arrivée, choc culturel comme baptême. Serre décrit leur entrée dans Katmandou comme une désorientation organisée. Les rues taupes, des venelles si étroites qu'ils doivent marcher de profil, leurs sacs raclant les murs couverts de crachats de Bethel. Notre première leçon d'alpinisme, parfois, avancer demande de se rendre plus mince. Le marché au miracle, un bazar où l'on vend côte à côte des statues de Bouddha du XIVe siècle et des montres Rolex contrefaites. Norman achète un altimètre qui indiquera toujours 5000 mètres quel que soit l'endroit. L'épreuve des regards, les locaux les observent avec un mélange de pitié et d'amusement. Nous étions les clowns d'un cirque dont nous ignorions les règles. Conseil involontaire, dans un environnement nouveau, votre première compétence à acquérir est celle de l'humilité. 2. La quête des permis,
comédie bureaucratique. Leur tentative d'obtenir des autorisations officielles tourne au sketch surréaliste. Le bureau des égarés, une pièce sans fenêtre où des fonctionnaires dorment sur des dossiers poussiéreux. Serre note, le temps ici n'est pas une ligne, mais une boucle qui se mord la queue. La stratégie du Lotus, après 3 jours d'attente, ils s'endorment dans le couloir. Un employé, touché par leur stupidité, leur donne un tampon illisible en échange d'une bouteille de whisky. La corruption la plus efficace est celle qui ressemble à un cadeau entre amis. Le document fatidique, le permis qu'ils obtiennent mentionne « Étude des fleurs alpines », une couverture qui les entra jusqu'au camp de base. Scène culte, Roger dessine une fleur imaginaire sur leur tente pour respecter leur couverture, créant sans le savoir le premier logo de leur expédition ratée. 3. Les derniers achats, théâtre de l'absurde. Leurs emplettes finales révèlent l'ampleur de leur préparation défaillante. L'affaire des chaussettes, ils achètent des chaussettes thermiques qui se révèlent être des mitaines rétrécies. L'important n'est pas ce que vous achetez, mais l'histoire que vous pourrez raconter à son sujet. Le sac à dos maudit, Anspeter insiste pour prendre un sac authentique, tissé avec des poils de yak. Il se désintégrera à la première averse. La nourriture de l'angoisse, leur stock final comprend 30 boîtes de pâté pour chiens, erreur de traduction, qu'ils baptiseront le foie gras de l'extrême. Dialogue prophétique. Marchand, vous avez besoin de crampons? Serre, nous avons nos chaussures à clous. Marchand rit, les clous, c'est pour les cercueils. 4. Les adieux civils, dernier appel à la réalité. Leur dernière nuit en ville est un concentré de présages. La fête de l'inconscience, ils boivent du Chang, bière d'orge locale, avec des mercenaires français qui leur parlent des fantômes de l'Everest. L'ivresse est le seul entraînement psychologique valable. La lettre jamais envoyée, Serre écrit à sa femme une missive pleine de confiance qu'il ne postera jamais. Les mots non dits sont les seuls qui ne mentent pas. Le voleur bienveillant, un pickpocket leur dérobe leur argent, mais leur laisse leur passeport dans une enveloppe avec la mention « Vous en aurez plus besoin que moi ». Leçon cachée, parfois, ce qu'on perd en chemin est le prix à payer pour ce qu'on va trouver. Conclusion, Katmandou comme état d'esprit. Ce chapitre n'est pas un simple interlude géographique, c'est une métaphore de toute entreprise humaine. La préparation est une illusion, leurs erreurs à Katmandou les ont paradoxalement renforcées. Savoir qu'on est mal préparé est la meilleure préparation. Le chaos comme allié, dans l'improvisation forcée, ils ont découvert leur véritable cohésion. L'essentiel est invisible, leur équipement dérisoire cache l'arme secrète, leur capacité à rire de tout. Dernière phrase. En quittant Katmandou, nous n'avons pas laissé la civilisation derrière nous, nous avons simplement découvert qu'elle n'avait jamais existé. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du pire scénario, comme leurs achats catastrophiques, testez toujours vos outils dans des conditions critiques avant de partir. L'art du détournement, leur permis bidon montre que parfois, les systèmes sont faits pour être contournés, pas suivis. L'équipe avant tout, leur seule vraie réussite à Katmandou? Avoir transformé 4 individus en un seul esprit collectif. Ce chapitre est un antidote au mythe de la préparation parfaite et une célébration du désordre organisé. Résumé détaillé du chapitre 5, l'initiation par la souffrance. 1. Le départ, adieu au monde connu. La première étape de leur marche est un exercice de désapprentissage. Le poids des choses, après seulement 2 heures de marche, ils abandonnent 20% de leur équipement au bord du sentier. Nous avons payé cher pour apprendre ce dont nous n'avions pas besoin. La première nuit, leur sac de couchage militaire se révèle aussi efficace qu'un manteau de papier. Serre note, le froid n'est pas une température, mais un professeur. L'effet miroir, les villageards croisés en chemin les regardent avec un mélange de pitié et d'amusement. Nous étions devenus le spectacle que nous étions venus chercher. Conseil involontaire, le premier pas vers un objectif ambitieux consiste souvent à abandonner ce que vous pensiez indispensable. 2. Le corps à l'épreuve, anatomie d'une désillusion. Serre décrit avec une précision clinique la mutation de leur corps. Les pieds, après 3 jours, leurs chaussures à clous transforment leurs pieds en un paysage de bulles et de sang. Anspeter invente le pansement saucisse, utiliser des tranches de saucisson comme compresse. Le souffle, à 3500 mètres, l'air se raréfie. Roger, le fumeur invétéré, réalise « Mes poumons sont mes premiers Sherpas ». La faim, leurs conserves deviennent immangeables. Il découvre que la faim est une épice plus puissante que le curry. Scène mémorable, Norman tente de cuire des haricots pendant 2 heures avant de réaliser que l'altitude empêche l'eau de bouillir correctement. Leur repas sera une purée froide et croquante. 3. La psyché en montagne russe. L'altitude agit sur leurs esprits comme un psychotrope. Les rêves éveillés, Serre décrit des hallucinations où l'Everest leur parle dans un mélange de latin et de tibétain. La théorie du dernier homme, une discussion fiévreuse aboutit à ce pacte, si un seul atteint le sommet, c'est toute l'équipe qui aura gagné. Le syndrome de l'imposteur, à mesure qu'il progresse,
leur certitude initiale se transforme en une question obsédante, sommes-nous des aventuriers ou des suicides? Dialogue clé. Roger, et si nous échouons? Serre, l'échec serait de ne pas savoir pourquoi nous avons échoué. 4. Les rencontres inattendues. Leurs routes croisent des personnages qui deviennent des miroirs déformants. Le moine errant, un vieil homme qui porte un sac de riz vers un monastère invisible. Il leur offre une leçon, vous cherchez le sommet, mais c'est le chemin qui vous cherche. Les porteurs fantômes, une caravane de marchands qui refusent de les accompagner mais leur donnent du tsampa, farine d'orge. Leur nom était plus utile que tous les oui précédents. Le chien suiveur, un bâtard nommé Karma qui les accompagne pendant 3 jours avant de disparaître. Notre seul compagnon fidèle était celui qui ne devait rien à notre expédition. Conclusion, la véritable ascension commence. Ce chapitre révèle que la marche d'approche était l'ascension véritable. L'équipement essentiel, ils ont tout perdu, sauf ce qui comptait vraiment. La souffrance comme boussole, chaque douleur les a recentrés sur l'essentiel. L'esprit d'équipe, leurs disputes les ont soudés plus que n'importe quel serment. Dernière réplique. En arrivant enfin en vue de l'Everest, nous avons réalisé une chose terrible, la montagne n'avait pas changé. C'était nous qui étions devenus différents. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du poids mort, comme leur équipement abandonné, identifiez ce qui vous alourdit inutilement. L'art de la micro-résilience, leurs petits ajustements constants valaient mieux qu'un grand plan rigide. La force du groupe, leur succès tiendra à leur capacité à transformer les tensions en énergie. Résumé détaillé du chapitre 6, l'épreuve de vérité. 1. L'installation, théâtre de l'absurde. La création du camp de base tourne à la farce métaphysique. La tente maudite, leur tente d'occasion se révèle avoir une fermeture éclair défectueuse qui s'ouvre avec enthousiasme à chaque rafale de vent. Cernote, nous avions payé pour un abri, nous avions obtenu une passoire avant glacée. La cuisine fantôme, leur réchaud à essence fonctionne par intermittence, transformant chaque repas en loterie gastronomique entre la carbonisation et la congélation. Les latrines de l'extrême, un trou creusé à côté d'une crevasse qui offrait des perspectives vertigineuses sur nos propres déchets. Scène culte, Norman tente de calculer leur position avec une carte déchirée et la boussole de son altimètre défectueux, concluant qu'ils sont soit au Tibet, soit en Floride. 2. Le corps mis à nu. L'acclimatation devient une autopsie vivante de leurs limites physiques. L'épreuve du sommeil, à 5300 mètres, leur nuit se transforme en coma intermittent entrecoupé de réveils asphyxiés. Serre décrit, dormir ici, c'est comme se noyer à très petit feu. La faim altimétrique, leurs conserves gelées doivent être forées comme du pétrole arctique. Leur délice devient un mélange de beurre de cacahuètes et de flocons d'avoine nommé le ciment de l'Everest. La peau en rébellion, leur visage se couvre de crevasses saignantes. Roger invente le masque de saucisson, tranche de viande appliquée sur les zones gelées. Conseil involontaire, quand tout vous manque, l'innovation cesse d'être un choix pour devenir une question de survie. 3. La psyché à vif. L'isolement agit comme un révélateur de personnalité. La théorie des tentes, observe que chacun aménage son espace différemment. Norman range son matériel comme un comptable maniaque. Roger couvre les parois de dessin comme un prisonnier prévoyant son évasion. Hans-Peter laisse tout en désordre, comme un défi permanent à la montagne. Les conversations fantômes, à mesure que l'oxygène se raréfie, ils développent des dialogues surréalistes sur la politique des yaks et la métaphysique des crampons. Le syndrome du dernier homme, une obsession commune émerge, qui parmi nous abandonnera le premier? Dialogue clé. Hans-Peter, si un de nous meurt ici, est-ce un échec ou une réussite posthume? Serre, ça dépendra de qui écrit l'histoire. 4. Les signes précurseurs. La montagne commence à leur envoyer des messages ambivalents. Les avalanches fantômes, ils entendent des effondrements lointains que personne ne voit. Comme si l'Everest nettoyait son arène avant le combat. Le mystère des ombres, certains soirs, des silhouettes semblent les observer depuis les crêtes, porteurs fantômes ou hallucinations. Le journal maudit, le carnet de bord devient le réceptacle de leurs doutes, avec des entrées comme « Jour 7, toujours en vie ». Probablement une erreur. Conclusion, le piège de l'attente. Ce chapitre révèle que le camp de base était leur véritable ennemi. Le paradoxe de la préparation, plus ils s'acclimatent, plus ils doutent. L'illusion du contrôle, leur organisation minutieuse se révèle aussi solide que leur tente défectueuse. La naissance du groupe, leurs défauts individuels deviennent des forces collectives. Dernière réplique. Nous étions prêts. C'est-à-dire aussi prêts qu'on peut l'être quand on sait qu'on ne l'est pas. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du désastre utile, comme leur tente défectueuse, identifiez les failles qui vous forcent à innover. L'art de la micro-victoire, leur ciment alimentaire montre qu'en situation extrême, l'ingéniosité prime sur la qualité.
La force de l'intimité collective, leur folie partagée ont créé une cohésion plus forte que n'importe quel contrat. Résumé détaillé du chapitre 7, l'Université de la glace. 1. Le premier échec, une leçon en crépuscule. Leur tentative initiale vers le camp y tourne au fiasco instructif. La réalité des crampons, leurs chaussures à clous artisanales glissent sur la glace bleue comme des patins sur du marbre. Cernote, nous avions économisé sur le métal, la montagne nous facturait notre avarice en chute brutale. L'effet tunnel, à 6000 mètres, leur vision périphérique disparaît, transformant le monde en un étroit couloir de souffrance. L'abandon stratégique, ils rebroussent chemin après seulement 400 mètres de dénivelé, réalisant que chaque pas vers l'avant était un emprunt que l'altitude nous ferait payer avec intérêt. Scène mémorable, Roger, épuisé, s'assied sur un rocher et réalise trop tard que c'est un sérac instable qui s'effondre sous lui, métaphore involontaire de toute leur entreprise. 2. L'adaptation forcée, l'improvisation comme survie. Leurs solutions pragmatiques naissent du désespoir. Les crampons artisanaux, ils fabriquent des pointes avec des clous à glace et des sangles de cuir, créant des fertilisateurs à crevasses, selon Anspeter. La technique de la tortue, ils apprennent à monter par bons cours de 20 pas entrecoupés de pauses de 2 minutes, comme des alpinistes atteints de Parkinson. Le langage codé, ils développent un système de communication minimal par grognement et signes de tête pour économiser leur souffle. Conseil involontaire, quand la théorie échoue, le corps invente ses propres solutions, à condition de l'écouter. 3. La découverte du vertige mental. L'altitude révèle des paysages intérieurs inattendus. Le syndrome du double, Serre décrit des moments où il se voit marcher à côté de lui-même, comme si l'altitude avait cloné mon esprit fatigué. Les calculs absurdes, Norman passe des heures à estimer leur vitesse moyenne, concluant que à ce rythme, nous atteindrons le sommet dans 47 ans, si nous devenons immortels. Les confessions nocturnes, dans la tente, ils avouent leur peur secrète, non pas de mourir, mais de mourir bêtement, selon Roger. Dialogue clé. Anspeter, et si nous n'étions tout simplement pas à la hauteur? Serre, la montagne ne mesure pas la hauteur des hommes, seulement leur persistance. 4. Les petites victoires invisibles. Derrière les échecs apparents, des réussites subtiles. L'art de la chute, ils deviennent experts en glissade contrôlée, développant une grâce particulière dans l'échec. L'économie de gestes, chaque mouvement est optimisé jusqu'à devenir une chorégraphie de survie. La découverte du rythme, ils trouvent enfin leur cadence commune, ce pouls partagé qui vaut mieux que toute la technique du monde. Scène révélatrice, en redescendant épuisé d'une tentative avortée, ils réalisent qu'ils chantonnent involontairement le même air, preuve que leur esprit d'équipe a survécu à l'épreuve. Conclusion, l'échec comme langage. Ce chapitre transforme l'échec apparent en victoire secrète. La sagesse du recul, leurs retraits stratégiques leur ont appris plus que n'importe quelle réussite. L'intelligence du corps, leurs solutions improvisées valent mieux que tout manuel. L'alchimie du groupe, leurs disputes les ont soudés plus solidement que n'importe quel succès. Dernière réplique. Nous étions partis pour conquérir une montagne. Nous avions d'abord dû nous conquérir nous-mêmes. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du « pas inutile », comme leurs 20 pas répétés, fractionnez vos objectifs en micro-étapes réalisables. L'art de l'échec productif, chaque chute leur a appris quelque chose, faites de vos échecs des laboratoires. La force du rituel, leur grognement codé montre que dans l'adversité, même les systèmes les plus rudimentaires créent de la cohésion. Ce chapitre n'est pas un récit d'échecs, c'est un manuel d'apprentissage accéléré par la nécessité. Résumé détaillé du chapitre 8, l'ouragan intérieur. 1. Les premiers signes, la montagne qui respire. L'approche de la tempête est décrite avec une tension quasi mystique. Les prémices, une brise étrangement chaude qui caresse la peau comme un présage désagréable. Serre note, l'Everest ne nous chassait pas, il nous testait. Le silence anormal, la disparition soudaine des craquements de glace et du vent habituel, créant un vide sonore plus inquiétant que tous les bruits du monde. Les nuages prédateurs, des formations nuageuses étranges qui rampaient vers nous comme des fauves à l'affût. Scène prémonitoire, Anspeter remarque que leurs ombres sur la neige se déforment étrangement, premier signe tangible des perturbations à venir. 2. L'assaut, le vent comme entité vivante. La description de la tempête atteint des sommets littéraires. La première rafale, un coup soudain qui n'a pas frappé nos corps mais directement nos os. Leur thermomètre explose littéralement sous le choc thermique. La tactique du vent, Serre personnifie la tempête en stratège militaire, elle attaquait par vagues successives, étudiant nos défenses entre chaque assaut. La tente en enfer, leur abri se transforme en piège claquant comme un drapeau, les piquets arrachés devenant des projectiles potentiellement meurtriers. Innovation désespérée, ils utilisent leurs crampons comme encre et s'attachent ensemble avec les cordes, créant une étrange méduse humaine ballottée par les éléments. 3. La nuit blanche, confession dans l'ouragan. Blottis dans leur tente déchirée,
la tempête déclenche des révélations existentielles. L'heure des vérités, chaque homme avoue sa peur dominante. Norman craint de disparaître sans laisser de traces. Roger redoute que personne ne comprenne pourquoi nous sommes venus. Hans Peter a peur d'avoir entraîné ses amis dans un suicide collectif. Serre lui-même craint de survivre alors que les autres mourraient. Le jeu macabre, ils établissent mentalement l'ordre probable des décès en fonction de leurs symptômes d'engelure et d'épuisement. Dialogue clé. Roger, si nous mourons ici, qui le saura? Serre, la montagne. C'est déjà ça. 4. Les miracles du désespoir. Leur ingéniosité atteint des sommets inattendus. La fontaine de glace, ils découvrent que la condensation de leur respiration sur les parois de la tente peut être récoltée comme eau potable. La thermorégulation humaine, en s'asseyant en cercle dos à dos, ils créent un microclimat survivable de quelques degrés au-dessus du gel. La météorologie de fortune, Norman utilise les vibrations des cordes tendues pour prédire l'intensité des prochaines rafales. Conseil involontaire, dans les crises extrêmes, le cerveau humain débloque des capacités qu'il ne soupçonnait pas lui-même. 5. L'œil du cyclone, la révélation. Au paroxysme de la tempête, une étrange lucidité les envahit. L'essentiel révélé, leurs possessions se réduisent à 3 choses, la corde qui les unit, la volonté de survivre, et cette conviction inexplicable que l'effort en valait la peine. La décision collective, sans un mot, ils comprennent qu'ils continueront après la tempête, non par courage, mais par manque d'alternatives crédibles. L'étrange sérénité, Serre décrit un moment de paix paradoxal au cœur du chaos. Pour la première fois, nous étions parfaitement adaptés à notre environnement, des créatures de la tempête. Conclusion, ce qui ne nous a pas tués. La tempête se retire en laissant des survivants transformés. La purification par l'épreuve, elle a brûlé leurs derniers doutes superflus. L'économie de l'essentiel, ils savent maintenant exactement ce dont ils ont besoin, et surtout, ce dont ils peuvent se passer. La découverte du flux, ils ont expérimenté cet état où la peur devient une sorte de concentration ultime. Dernière réplique. La tempête était partie. Elle nous avait laissés différents, non pas plus forts, mais plus simples. Comme des hommes préhistoriques ayant survécu à un âge de glace. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du minimum vital, comme leurs 3 possessions cruciales, identifiez l'essentiel qui vous fera survivre aux crises. L'art de la transformation, la tempête les a changés, les difficultés doivent nous remodeler, pas nous briser. La force du lien, leur corde physique et morale montre qu'en situation extrême, nos connexions valent plus que nos compétences. Résumé détaillé du chapitre 9, Anatomie d'un désastre annoncé. 1. Les préparatifs, l'arrogance de l'ignorance. La montée vers le camp 3 commence dans une atmosphère de confiance dangereuse. L'illusion du progrès, leur succès partiel au camp 2 les a convaincus que la montagne plierait devant leur persévérance. Serre note avec ironie, nous avions confondu endurance et droit de conquête. L'équipement dérisoire, leurs sacs légers contiennent le strict minimum, une économie qui se révélera fatale. Leur kit médical tient dans une boîte à cigares. La météo trompeuse, un ciel clair les persuade de partir sans écouter les signes avant-coureurs, baisse brutale de la pression atmosphérique, comportement étrange des oiseaux. Scène prémonitoire, en quittant le camp 2, Norman trébuche sur une corde fixe et manque de dévaler la pente. Le premier avertissement est toujours courtois, commande Serre. 2. L'ascension, le piège qui se referme. La progression vers le camp 3 devient rapidement un cauchemar méthodique. La neige traîtresse, une croûte glacée recouvrant de la poudreuse profonde transforme chaque pas en roulette russe topographique. L'effet tunnel, l'altitude rétrécit leur champ de vision jusqu'à ne voir que les bottes du précédent et le néant blanc devant. Les premiers abandons, Roger, le plus en forme physiquement, est le premier à montrer des signes de délire d'altitude, parlant à un compagnon imaginaire. Innovation désespérée, il se relaie pour tracer la voie, chacun menant pendant 33 pas exactement, un rituel qui devient une litanie de survie. 3. Le point de non-retour, la prise de conscience. À 7200 mètres, la réalité s'impose brutalement. Le mur physique, Hans Peter, le plus expérimenté, s'effondre soudain, incapable de reprendre son souffle. Son pouls atteint le rythme effréné d'un oiseau paniqué. L'évaluation sans complaisance, Norman fait le calcul, ils ont moins de 30% de leur réserve d'oxygène, aucune tente utilisable, et des compétences juste suffisantes pour mourir avec style. La décision collective, sans un mot, ils comprennent qu'ils doivent rebrousser chemin. Serre écrit, le vrai courage fut d'accepter que continuer serait un suicide, pas une victoire. Dialogue clé. Roger, tout ça pour rien. Serre, non. Pour savoir où s'arrête notre folie. 4. La descente, le poids de la lucidité. Le retour au camp 2 devient une épreuve aussi dure que l'ascension. La honte qui pèse, chaque pas vers le bas est un aveu d'échec gravé dans la glace.
Les corps en révolte, leurs organismes, poussés au-delà des limites, commencent à lâcher, doigts gelés, vision trouble, tout sanguinolente. L'étrange sérénité, paradoxalement, plus ils descendent, plus une paix étrange les envahit. L'échec avait un goût amer, mais honnête, note Serre. Scène poignante, à mi-descente, il s'arrête pour regarder une dernière fois le sommet inaccessible. Anspeter sort un minuscule drapeau qu'il voulait y planter et le laisse emporter par le vent. Conclusion, les fruits amers de la sagesse. Cet échec apparent révèle des vérités essentielles. La limite comme libération, savoir jusqu'où ne pas aller est une forme supérieure de connaissance de soi. L'unité dans l'échec, leur cohésion face à la défaite fut plus forte que dans les petits succès. La dignité du retrait, parfois, redescendre demande plus de courage que continuer. Dernière réplique. Nous n'avions pas vaincu la montagne. Mais nous avions vaincu l'illusion de notre invincibilité. Ce fut notre véritable ascension. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du mur utile, comme leur limite à 7200 mètres, identifiez vos barrières réelles avant qu'elles ne deviennent dangereuses. L'art du recul stratégique, leur décision collective montre qu'abandonner à temps est une compétence cruciale. La transformation du regard, leur échec devint avec le temps leur plus grande leçon, savoir réinterpréter les défaites. Résumé détaillé du chapitre 10, le conseil de guerre. 1. L'état des lieux, un bilan sans complaisance. La réunion commence par un inventaire brutal de leur situation. Le corps de l'évidence. Norman présente leurs réserves, 12 boîtes de conserve, 3 bonbonnes d'oxygène à moitié vides, et assez de bandages pour embaumer un chat. Anspeter évalue leurs blessures, 8 doigts gelés entre nous, une pneumonie naissante, et des côtes fracturées à Roger. Serre lui-même note, nos yeux avaient ce regard particulier des hommes qui ont vu trop de blanc. L'équation implacable, leurs calculs montrent qu'ils ont 17% de chances d'atteindre le sommet, et 43% de chances qu'au moins un d'entre eux ne revienne pas. Détail frappant, ils utilisent le dos d'une carte postale de Katmandou pour faire leurs calculs, l'ironie d'utiliser un souvenir du monde civilisé pour planifier leur folie ultime. 2. Le tour de table, 4 philosophies en présence. Chaque homme expose sa position dans un discours révélateur. Norman, le rationaliste. Nous sommes venus prouver qu'une petite équipe pouvait réussir. Or nous avons prouvé qu'elle pouvait survivre, ce qui est plus remarquable. Redescendre serait notre vraie victoire. Roger, le rêveur blessé. Je préfère mourir en regardant le sommet que vivre en regardant mes pieds. Mais je ne veux pas que vous mouriez pour mon rêve. Anspeter, le réaliste. Je connais cette montagne maintenant. Elle nous permet d'approcher, pas de conquérir. Rester serait insulter sa générosité. Serre, le narrateur. Je suis venu écrire une histoire. Soit nous redescendons et je raconte comment des hommes sages ont reconnu leurs limites, soit nous continuons et j'écris comment des fous ont trouvé la gloire, ou l'oubli. Scène mémorable, un long silence suit ces déclarations, pendant lequel le vent semble lui-même retenir son souffle. Puis le chant lointain d'un oiseau inconnu leur parvient, interprété par chacun comme un signe différent. 3. La mécanique de la décision. Le processus décisionnel devient une étude de cas en gestion de crise. La méthode des « pourquoi » il remonte 5 fois la chaîne des motivations. Pourquoi l'Everest? Pour prouver que c'est possible pour qui? Pour nous-mêmes et alors? Le vote secret, écrit sur des morceaux de leur carte en lambeaux, glissé dans un gant. Résultat, 3 pour redescendre, 1, Roger, pour continuer. La réconciliation, Roger accepte avec une élégance inattendue, je suis soulagé que vous m'ayez arrêté. Je déteste faire demi-tour seul. Détail poignant, ils brûlent les bulletins de vote dans leur minuscule réchaud, regardant les cendres s'envoler vers le sommet, symbole de leurs ambitions sacrifiées. 4. Les préparatifs du retour. La logistique de la retraite révèle leur croissance morale. Le choix des objets, ils abandonnent délibérément des équipements techniques pour emporter leurs journaux de bord. Les mots pèsent moins que le métal, mais valent plus, note Serre. Les lettres aux proches, écrites maintenant, au cas où, elles contiennent toutes la même phrase, nous avons vu notre limite, et elle était belle. Le rituel d'adieu, chaque homme dépose un objet personnel au camp 2, un couteau, une photo, un carnet. Des offrandes à la montagne qui nous a épargnés, explique Anspeter. Conclusion, la sagesse du recul. Cette décision apparente d'échec cache des victoires profondes. L'intelligence collective, ils ont su écouter à la fois la raison et le cœur. L'humilité transformative, reconnaître ses limites s'est révélé plus dur que les braver. L'essence du courage, vrai héroïsme n'est pas dans l'obstination mais dans le choix conscient. Dernière réplique. En redescendant, nous avons compris que la montagne nous avait offert non pas ce que nous voulions, mais ce dont nous avions besoin, la mesure exacte de nous-mêmes. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du « vote secret »
quand l'émotion brouille tout, formaliser les décisions pour révéler la vraie volonté du groupe. L'art des « pourquoi » emboîté, remonter 5 niveaux dans ses motivations révèle souvent des vérités cachées. La force du rituel de transition, leurs adieux symboliques montrent l'importance de marquer psychologiquement les tournants. Résumé détaillé du chapitre 11, la danse avec l'impossible. 1. Le dernier élan, entre folie et génie. Leur départ pour l'assaut final est empreint d'une étrange lucidité. L'équipement minimaliste, il n'emporte que l'essentiel. Une corde de 50 mètres, leur lien ombilical avec l'humanité. 2 piolets, dont un avec une lame tordue. 6 barres énergétiques qu'ils appellent les hosties de l'altitude. Le protocole de l'extrême, ils établissent des règles strictes. Si un homme tombe, les autres continuent. Si 2 tombent, le troisième redescend avec un. Si 3 tombent, le dernier écrit l'histoire. Détail poignant, ils laissent leur montre au camp, le temps n'existe plus là où nous allons, explique Anspeter. 2. L'ascension, une litanie de petites mortes. La progression devient une succession de micro-épreuves. La zone des 8,000 mètres. Leur rythme cardiaque dépasse les 140 battements minutes au repos. Chaque pas demande 15 respirations saccadées. Leur champ de vision se réduit à 30 degrés. Les miracles du désespoir. Roger invente la méthode du crabe, progresser latéralement pour économiser l'énergie. Norman utilise leur unique barre chocolatée comme motivateur collectif, encore 50 pas et nous partageons le carré du courage. Le mur psychologique. À 8,300 mètres, il rencontre une paroi de glace bleue verticale, l'ultime obstacle. Serre note, c'était comme si la montagne avait dressé un miroir glacé pour nous montrer notre propre folie. 3. L'instant de vérité, le renoncement comme triomphe. La décision de rebrousser chemin devient leur moment le plus glorieux. Le calcul implacable. Il leur faudrait 4 heures pour franchir la paroi. Ils n'ont que 2 heures de lumière restantes. Leurs réserves d'oxygène sont à 19%. Le dialogue silencieux. Un échange de regards suffit. Nous n'avions pas besoin de mots pour comprendre que continuer serait trahir tout ce qui nous avait menés ici, écrit Serre. Le rituel d'adieu. Il dépose au pied de la paroi. Une photo de famille, Serre. Un poème écrit par Roger. La médaille militaire de Norman. Le carnet de dessin de Anspeter. Scène mémorable, en se retournant, Roger murmure, nous n'avons pas vaincu l'Everest, mais nous avons vaincu nos démons. C'est mieux. 4. La descente, naissance d'une nouvelle sagesse. Le retour vers le camp de base devient une marche initiatique. La transformation physique. Leur corps, libéré de la tension de l'ascension, commence à s'effondrer. Serrent tous des glaires sanguinolentes. Norman vomit de la bile noire. Les doigts de Roger prennent une teinte bleuâtre. La clarté mentale. Une étrange sérénité les envahit. Nous avions vu le visage de notre propre mort, et il nous avait souri, note Anspeter. L'unité inébranlable. Ils progressent enlacés, formant une étrange créature à 12 pattes qui tombe dans la pente. Conclusion, l'essence véritable de la victoire. Cet assaut avorté révèle des vérités universelles. Le sommet intérieur, le vrai accomplissement était en eux, pas sur une carte. L'intelligence du recul, savoir s'arrêter demande plus de courage que continuer. La fraternité de l'extrême, leur lien, forgé dans l'échec partagé, valait mieux que toute gloire solitaire. Dernière réplique. En descendant, nous avons compris que nous avions gravi une montagne bien plus haute que l'Everest, celle de notre propre humanité. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du mur réfléchissant, comme leurs parois de glace, certains obstacles sont là pour nous faire réfléchir, pas pour être franchis. L'art du sacrifice symbolique, leurs objets laissés montrent l'importance de ritualiser les renoncements. La force du groupe dans l'échec, leur unité post-échec révèle que les défaites partagées valent mieux que les victoires solitaires. Résumé détaillé du chapitre 12, l'art de la chute contrôlée. 1. L'abandon du camp 3, un adieu déchirant. Le départ du dernier camp avancé est un rituel funèbre. Le choix des objets sacrifiés. Ils abandonnent délibérément. Leur tente déchirée, devenue un linceul inutile. Les bonbonnes d'oxygène vides, nos berceuses métalliques. Les carnets de notes inutiles, les rêves qui ne voleront pas. Le dernier regard. Serre décrit, nous nous sommes retournés une fois, pas pour voir où nous allions, mais pour nous souvenir d'où nous venions. Le camp n'était déjà plus qu'une tache insignifiante sur l'immensité glacée. Scène poignante, Roger grave leurs initiales dans un sérac avec son couteau, non pas pour marquer notre victoire, mais pour prouver que nous avons existé ici. 2. La descente technique, un ballet macabre. La redescente devient une épreuve plus dure que l'ascension. Le corps en révolte. Leurs doigts gelés ne sentent plus les prises.
leurs yeux injectés de sang voix double. Leurs poumons produisent un sifflement inquiétant à chaque inspiration. Les innovations du désespoir. La méthode du paquet, ils s'attachent en ligne et se laissent glisser contrôlés sur les pentes. Le langage des claquements, ne pouvant plus parler, ils communiquent par code de claquement de dents. Les miracles du hasard. Une crevasse qu'ils avaient franchie à l'aller s'est refermée, comme si la montagne effaçait derrière nous les traces de notre folie, notre serre. 3. La nuit blanche, confession dans la tempête. Blottis dans une crevasse transformée en abri de fortune, ils vivent leur nuit la plus longue. L'heure des bilans. Chaque homme partage son insight ultime. Norman, je pensais chercher la gloire, je cherchais en fait mes limites. Roger, l'Everest m'a montré que je détestais plus l'échec que je n'aimais le succès. Hans-Peter, j'ai gravi ma peur, pas la montagne. Serre, je voulais écrire l'histoire, c'est elle qui m'a écrit. Le partage des dernières ressources. Leur ultime tablette de chocolat est divisée en parts inégales, les plus faibles recevant les plus grosses portions. Notre dernière leçon d'économie, comment Norman. Détail frappant, ils utilisent leur dernière force pour écrire un message commun sur une page arrachée au journal de bord, la glissant dans une bouteille thermos vide, leur bouteille à la mer alpine. 4. L'arrivée au camp de base, le retour des fantômes. Leur retour au camp de base est un anticlimax tragique. L'accueil silencieux. Les Sherpas les regardent, comme des revenants qu'on n'attendait plus. Leur tente principale est déjà à moitié démontée, un enterrement avant l'heure, murmure Roger. Le choc des réalités. Ils découvrent que leurs engelures sont bien pires qu'ils ne le pensaient. Norman a perdu l'usage de 3 doigts. Leur expédition a duré 17 jours de moins que prévu. L'étrange nostalgie. Serre note, nous pensions être heureux de revenir. Nous ne ressentions qu'un vide étrange, comme si nous avions laissé une partie de nous-mêmes là-haut. Conclusion, les fruits amers de la sagesse. Cette retraite forcée révèle des vérités essentielles. L'art de perdre, vraie maîtrise n'est pas dans la conquête mais dans l'abandon élégant. La fraternité de la souffrance, leur lien, forgé dans l'échec, était plus solide que tout succès. L'essence du voyage, le véritable sommet était en eux, pas sur la carte. Dernière réplique. En quittant définitivement le camp de base, nous n'avons pas tourné le dos à la montagne. Nous lui avons simplement montré que nous avions enfin compris son message. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du lâcher-prise intelligent, comme leur abandon du matériel, savoir quoi sacrifier est crucial. L'art de la microcommunication, leur langage des claquements montre qu'en crise, les systèmes simples sont les meilleurs. La force du bilan partagé, leur confession nocturne révèle l'importance de formaliser les enseignements. Résumé détaillé du chapitre 13, l'Odyssée inverse. 1. La descente physique, corps en exil. Le retour vers Katmandou est un calvaire transformé en rite de passage. Les blessures qui parlent. Les doigts gelés de Norman noircissent progressivement, comme des feuilles d'automne. La toux sanguinolente de Serre s'accorde avec le rythme saccadé des mules. Les yeux de Roger, brûlés par les UV, le font pleurer des larmes opaques comme du verre dépoli. Le poids des choix. Ils abandonnent en chemin. Leur carnet de notes intimes, trop lourd à porter psychologiquement. Leur matériel technique, des reliques d'une religion abandonnée. Leur réchaud défectueux, mais conserve une casserole en souvenir. Scène mémorable, à un col à 4000 mètres, ils brûlent symboliquement leurs gants et bonnets usés, un autodafé de nos peurs, commente Hans-Peter. 2. Les rencontres paradoxales. Leur route croise des personnages qui deviennent des miroirs déformants. Les touristes de l'extrême. Un groupe d'alpinistes bien équipés les croise, leur jetant des regards entre la pitié et le mépris. Serre note, nous étions devenus les fantômes de leur future peur. Le vieux Sherpa. Un porteur âgé leur offre du thé en silence, puis murmure, la montagne vous a gardé un morceau de chacun. C'est son dû. Les enfants du village. Ils fuient d'abord leur visage tuméfié, puis reviennent timidement toucher leurs blessures comme des talismans. Dialogue clé. Un enfant, vous avez vu le sommet? Roger, nous avons vu notre reflet dans la glace. C'était suffisant. 3. Katmandou, le choc du retour. La réintégration à la civilisation est un choc sensoriel et moral. L'hôtel des illusions perdues. La même chambre qu'à l'aller, mais les murs semblaient avoir rétréci. Leur premier bain chaud au fond, fondre la crasse mais pas les souvenirs. La paperasserie de l'absurde. Ils doivent remplir des formulaires officiels détaillant une expédition qui n'avait existé que dans nos têtes. Les premières bières. L'alcool a un effet démultiplié sur leurs organismes affaiblis, une gorgée et nous étions ivres de normalité. 4. Les premières lettres. La correspondance avec le monde extérieur devient une épreuve. À leur famille. Des messages laconiques, envie.
blessés. Rentrons bientôt. C'est à vous, tout ce qui comptait vraiment était indicible. Au comité alpin. Un rapport technique qui omettait délibérément nos folies les plus glorieuses. Le journal intime de Serre. Où il écrit la vérité qu'il ne dira à personne, nous sommes revenus vaincus mais transformés. Le monde verra des estropiés. Nous savons que nous sommes des initiés. Conclusion, les cicatrices comme trophée. Ce retour difficile révèle des vérités universelles. L'exil intérieur, on ne revient jamais vraiment d'une telle expérience, on apprend à vivre avec elle. La sagesse des blessures, leurs séquelles physiques deviennent des médailles visibles de batailles invisibles. Le silence éloquent, ils comprennent que l'essentiel de leur aventure restera à jamais cette part qui ne se raconte pas. Dernière réplique. En montant dans l'avion pour rentrer, nous avons réalisé que nous laissions derrière nous bien plus que des équipements abandonnés. Nous laissions des versions de nous-mêmes qui n'existeraient plus jamais. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du retour progressif, comme leur descente par étapes, réintégrer les défis normaux graduellement après un choc. L'art de l'omission stratégique, leurs rapports édulcorés montrent que certaines vérités sont trop précieuses pour être partagées. La transformation des blessures, leurs cicatrices devinrent des preuves tangibles, vos échecs peuvent devenir vos atouts. Résumé détaillé du chapitre 14, le livre de raison de l'inutile. 1. Le bilan matériel, comptabilité de l'absurde. Serre commence par une évaluation chiffrée d'une froideur ironique. Dépenses. $287 d'équipement, dont 63% inutilisables. 42 jours de voyage effectifs, sur 90 prévus. 5,200 mètres d'altitude maximale atteinte, sur 8,848. Perte physique. 8 doigts partiellement gelés, dont 3 nécessitant amputation. 15 kg de masse corporelle moyenne perdue. Un poumon légèrement endommagé, Serre lui-même. Détail frappant, il calcule que chaque mètre gravi leur a coûté environ 17 minutes de souffrance intense, la comptabilité la plus honnête de notre vie, note Norman. 2. Le bilan psychologique, les cicatrices invisibles. Chaque homme partage son bilan intime. Norman, l'analytique. Je suis parti chercher des preuves de ma force. Je reviens avec la certitude de ma fragilité. C'est un trésor plus précieux. Roger, le rêveur. L'Everest a pris mes illusions et m'a donné en échange des étoiles différentes à viser. Moins brillantes, mais plus vraies. Hans Peter, le réaliste. Je voulais conquérir une montagne. J'ai découvert qu'elle m'avait sculpté à son image, pas en vainqueur, mais en être humain. Serre, le narrateur. Je voulais écrire une histoire héroïque. J'ai dû apprendre à écrire une histoire vraie. L'écart entre les deux contient toute la sagesse. Scène mémorable, ils comparent leurs journaux intimes et découvrent que tous ont noté la même phrase à des jours différents, nous n'irons pas plus loin, et c'est bien ainsi. 3. Les leçons paradoxales. Serre énumère les principes contre-intuitifs découverts. La loi du recul productif. Chaque pas en arrière nous a appris plus que 10 pas en avant. Le principe de l'équipement minimal. Ce dont nous avions vraiment besoin tenait dans un sac à dos d'enfant. La théorie des liens faibles. Nos points individuels de rupture sont devenus nos connexions les plus solides. Exemple concret, leur corde usée, presque rompue en plusieurs endroits, est exposée comme une relique, chaque effilochage marque le moment où nous avons choisi de nous retenir mutuellement plutôt que d'avancer seuls. 4. L'héritage de l'échec. Ils explorent ce que leur aventure laisse derrière elle. Au lieu du monde. Une note de bas de page dans l'histoire de l'alpinisme, les fous qui ont presque réussi. Dans leur chair. Des engelures qui démangeront à chaque changement de temps, des baromètres vivants de notre folie passée. Dans leur âme. La certitude que les limites qu'on respecte valent mieux que les sommets qu'on viole, Serre. Dialogue clé. Un journaliste, que retenez-vous de cette expédition? Roger, que le mot échec est le mot le plus mal écrit de notre langue. Conclusion, le triomphe de l'inachevé. Ce bilan final révèle que la véritable mesure, le succès se compte en vérité découverte, pas en mètres gravis. La fraternité des cicatrices, leurs blessures communes valent mieux que n'importe quel trophée. L'échec comme langage, ils ont appris à lire entre les lignes de leurs propres limites. Dernière réplique. Nous sommes revenus les mains vides, mais les yeux ouverts. Dans l'économie de l'âme, c'est la plus riche des conquêtes. Application pratique, développement personnel et finances. Le principe du bilan brutal, comme leur comptabilité précise, évaluez vos échecs avec une honnêteté mathématique. L'art de la transformation, leurs engelures devinrent des médailles, recyclez vos blessures en atouts. La force du groupe, leur cohésion post-expédition montre que les liens forgés dans l'adversité valent mieux que les succès solitaires. Conclusion ultime, l'alchimie de l'échec. 4 hommes contre l'Everest n'est pas un récit d'aventure.
C'est un miroir tendu à toute ambition humaine, une méditation profonde sur le sens même de l'audace. Woodrow Wilson transforme une expédition ratée en chef-d'œuvre existentiel, révélant que les plus grandes conquêtes ne se mesurent pas en mètres gravis, mais en illusions perdues. Les 5 piliers de la sagesse paradoxale. L'art du recul stratégique. La véritable bravoure n'était pas dans l'assaut du sommet, mais dans le courage de redescendre. Comme en finance ou dans tout projet, savoir abandonner à temps est une compétence plus rare que la persévérance aveugle. L'équipement intérieur. Leurs carences matérielles ont révélé des ressources insoupçonnées, ingéniosité, solidarité, humour noir. La montagne a testé non pas leur matériel, mais leur capacité à transformer chaque obstacle en leçon. La fraternité des cicatrices. Leurs blessures communes, doigts gelés, poumons brûlés, sont devenus des liens plus forts que n'importe quel contrat. En développement personnel comme en affaires, les épreuves partagées valent mieux que les succès solitaires. Le bilan brutal. Leur comptabilité minutieuse, 5,200 mètres sur 8,848, $287 gaspillés, montre que la croissance naît de l'évaluation sans complaisance. Un échec bien analysé devient un capital expérience. L'héritage de l'inachevé. En ne gravissant pas l'Everest, ils ont conquis quelque chose de plus précieux, la certitude que certaines limites sont des garde-fous, et que le renoncement peut être une forme supérieure de victoire. La leçon ultime. Ce livre enseigne que l'échec est un langage crypté qu'il faut apprendre à décoder. Ces messages? Que l'essentiel se cache dans les replis de nos tentatives avortées, que la montagne intérieure est plus importante que celle des cartes, et qu'une aventure ratée peut être une vie réussie. Ils sont revenus les mains vides mais les yeux ouverts. Dans l'économie de l'âme, c'est la plus riche des conquêtes. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.